Donc on remercie le Y de nous accueillir aujourd'hui. Vous allez voir là-bas, c'est bon? Pas trop, bah, déplacez-vous. C'est une question de politesse. Bon, alors, en 5 tableaux, on va vous présenter la Silicon Valley. Et comme de juste The Economist, qui lit The Economist? Bon, les autres, vous avez tort, hein, vous abonnez. Non, il faut lire The Economist, c'est le seul magazine qui vaut la peine d'être lu de A à Z. Et donc, il titrait il y a un mois Peak Valley avec toute l'immigration. Donc, ça y est, les gens quittent la Silicon Valley. Donc, on a voulu voir ce qu'il en était. Est-ce que c'était la fin du mythe du garage? Alors, quand on parle de ça en Silicon Valley, voilà, on nous explique que la Californie, c'est quand même le Gold Rush de 1849. Donc, c'est Go West, My Son, tous les desperados. Et on arrive à un moment, il y a le Pacifique, on ne peut pas aller plus loin. Et puis là, il y a la ruée vers l'or, et ça ressemble pas mal au monde des startups. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chercheurs et très peu d'élus. Et ceux qui font fortune, c'est ceux qui vendent des pêches et des blue jeans. Des pêches et des blue jeans. Mais ça reste foncièrement dans les tripes de la Silicon Valley, à savoir un melting pot énorme, avec un jeu de la collaboration tout à fait étonnant. Donc on rencontre Luc Julia qui chaque année nous raconte son étonnement. Lui qui était au CNRS et qui avait rêvé toute sa vie d'être chercheur au CNRS, et 15 jours après être rentré, il démissionne parce qu'on l'avait engueulé de partager son savoir avec un collègue d'une autre division du CNRS. Il dit non, il ne faut pas que tu le partages, donc il part en Silicon Valley. Et là il venait d'arriver et on lui dit bah tiens, mardi prochain, au Xerox Park, il y a tous les gars comme toi qui s'occupent de l'interface homme-machine, il y aura des gens de HP, de Xerox, on est fin des années 70, et là, tout le monde parle avec tout le monde. Donc, il y a cet esprit de la très grande collaboration. Donc, 200 années de collaboration, et il y a les weirdos, les nerds, les mecs bizarres, et là, c'est bon, c'est normal, vous êtes dans Silicon Valley. Il ne faut pas porter aucun jugement. Et voilà, c'est une société qui vit à un rythme complètement dingue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières années? Ben, il s'est passé une chose qui peut être symbolisée par ces deux photos. Donc, vous connaissez tous 1976, ça c'est Steve Jobs devant son garage. 2018, c'est le nouveau siège de Apple. D'accord? Et là, vous voyez vraiment ce qui s'est passé en termes de concentration de puissance sur quelques acteurs qui ont des centaines de milliards de dollars. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'innovation? Là, ça a beaucoup de choses à voir. C'est l'effet trou noir. Donc, vous voyez toutes ces boîtes, que ce soit Alphabet, Google, Apple, Facebook, Stanford University, les Airbnb, les Slack, les Uber. Donc, ça, c'est les vieux, c'est les dinosaures, ça, c'est les jeunes de San Francisco. Puis, il y a les startups qui sont là, qui essaient de se développer à Auckland. Et les coûts étant tellement élevés, et les gens ayant des milliards de dollars, donc la course au talent, elle est complètement dingue, et c'est irrésistible. Donc, en Californie, les statistiques officielles disent que si vous avez moins de 120 000 $, vous êtes low income. Okay? Donc en Silicon Valley, avec moins de 120 000 $, vous êtes low income. Donc un data analyst, bon, à 300 000, mais stock option, machin, donc très vite ils vont à $1 million. Donc vous êtes une start-up, vous voulez un data analyst, il ne faut pas aller le chercher en Silicon Valley. Donc ça c'est très clair, et il y a cet assèchement qui a lieu, et on va vous expliquer la règle du jeu qui nous a été très bien expliquée par Carlos Diaz, qu'on voit tous les ans. Donc start-up français, beaucoup de start-up. Il avait créé Blue Kiwi, qui était dans InnoCherche 1.0, et il est parti en Californie après l'avoir vendu à Atos pour aider les entrepreneurs internationaux à comprendre ce que c'est que la Silicon Valley, donc les règles du jeu, et notamment, il nous parlait toujours de l'Everest du marketing. Et il disait, la Silicon Valley, c'est l'Everest du marketing, et l'Everest, ça appartient pas aux Tibétains, ça appartient à tout le monde. Et donc la Silicon Valley, ça appartient à tout le monde.
Donc il disait à toutes les boîtes françaises et internationales, une fois que vous avez un produit et que vous devez être les champions de marketing, vous venez en Silicon Valley. Mais là, il nous explique comment ça marche. Alors déjà, définition du unicorn, pour être parfaitement clair, il y a 2 critères. C'est 1 milliard de valorisation et en 5 ans. Donc il y en a qui disent, oui, en France, on a des unicorns, des Dassault Systèmes. Non, c'est pas ça. C'est un beau succès, mais ça n'a rien à voir avec ce genre d'animaux. Et donc il nous explique les règles du jeu de la chasse à l'unicorne. Donc il était une fois des VC, Venture Capital. Là, ça représente, on n'a pas les stats très clairs au niveau des business angels. Vous avez les business angels d'un côté qui sont les private, et les VC qui prennent de l'argent des limited partners. Et qu'est-ce que c'est qu'un limited partner? C'est quelqu'un qui a beaucoup de fric, ça peut être un pension fund, ça peut être un milliardaire, et qui dit au VC, ok, je te donne de l'argent, mais tu vas me rendre x3 au bout de 10 ans. Et pourquoi x3? Si vous calculez, c'est 12% par an sur 10 ans. Et donc ils disent, en dessous de 12% par an, c'est pas intéressant parce qu'il y a d'autres opportunités financières, regardez tout, l'immobilier, le machin, etc. Donc ils veulent ça. Et donc, typiquement, vous levez 400 millions, vous avez 40 investisseurs qui vous ont 10 millions chacun, et vous prenez 20% d'ownership dans toutes les startups où vous allez, mais vous jouez uniquement un jeu qui s'appelle la chasse à l'unicorne. Et donc, je vois une petite pépite qui a des ventes, qui a un produit, et est-ce qu'elle est capable de devenir un unicorne et d'atteindre $1 milliard de valuation en moins de 5 ans? Et c'est la seule chose qui m'intéresse. Alors si vous voulez aller pitcher vers ces mecs-là, vous dites non, moi je vais être la unicorne parce que je vais être le Uber de je sais pas quoi, etc., etc. Mais tout le reste, ça n'a aucune importance. Donc les stats, elles sont parfaitement connues. 50% de ces 40 investissements zéro. Allez hop, c'est cassé. 25%, on sauve la mise, on récupère 50% de la mise. Vous voyez, donc on a déjà fait 75%. 20%, je gagne 3, je fais 1 à 3. Donc si j'avais mis 1 million, je récupère 3 millions. Et voyez que pour arriver à mon coefficient 3, il faut que sur 5% des 40, ça fait sur 2 deals, je dois faire x 45. Et c'est ça la licorne, ou l'unicorne. Donc il faut vachement bien comprendre ça. Donc tout le jeu en Californie est basé autour de ça. Donc oubliez la dimension de la start-up qui juste veut en quelque sorte sauver la planète ou veut développer quelque chose de tout à fait génial, mais qui n'a pas la prétention de faire $1 milliard de valorisation en 5 ans. Alors, il a raison, donc ça c'est les économistes, vous voyez les montants investis dans les zones géographiques, donc la BRIA, on est toujours dans les 35 milliards par an, et vous voyez, ça fait 3 ans, 4 ans que ça plateau. Mais on est bien au-dessus de New York, Boston, Los Angeles, etc. Israël est à 3 milliards, okay. L'Europe, je crois que c'est 5 ou 10 milliards. Donc, notre ami, il est toujours positif, il dit non, mais c'est quand même la mecque du marketing. Et vous voyez, Israël c'est 3 milliards, l'Allemagne c'est 3, la France c'est 3,1. Donc vous voyez les ordres de grandeur. Mais on ne joue pas la même chose. On ne fait pas forcément la chasse à l'unicorne. Et lui, il y croit encore sur ce raisonnement du marketing of the world. Mais il s'est passé 2 choses. Aux États-Unis, notamment en Californie, quand vous faites un IPO, Initial Public Offering, donc le dernier gros en date, c'est Facebook, février 2012. Du jour au lendemain, vous créez 1000 millionnaires. Et le tax code californien dit à ces nouveaux millionnaires, si tu réinvestis en moins d'1 an dans des startups californiennes, je ne te taxe pas sur ta plus-value. Waouh! Donc vous avez 1000 angels qui arrivent, qui font la chasse à la startup. D'accord? Mais là, comme le marché a un peu changé, et que vous voyez les Uber qui ne font pas de IPO, qu'il y a un grey market qui permet de lever des milliards, et bien il n'y a plus cette source-là. Donc ça c'est asséché. Et puis, voilà, les unicornes, on les voit de plus en plus en Chine. Ok? Donc, il y a beaucoup d'unicornes et il se passe quelque chose d'assez étonnant. Alors, ça a été confirmé, on a rencontré NIO. NIO, c'est le concurrent de Tesla, il nous a donné ces chiffres, et je vais les retrouver.
c'est le pourcent des étudiants chinois qui viennent étudier en Amérique et qui repartent en Chine. Okay. 87, c'était 5%, 2007, 30%, 2017, 79%. Go West, my son. Country of opportunity. Et voilà, donc vous voyez les unicornes. Hein. Donc Silicon Valley, il y en a moins. Rest of the United States, voilà. Et puis il y a China. Ok, donc c'est pour ça qu'on va souvent en Chine avec Amérique, pour voir la façon de penser des Chinois, ce qui est assez intéressant. Et regardez là, aussi très intéressant, c'est les Silicon Valley Based VC, donc c'est les VC de la vallée, le pourcentage qu'ils investissent dans la Silicon Valley et outside Silicon Valley. Donc avant c'était 50-50, et maintenant on est passé 38-62. Ok? Donc ça, pour moi, c'est extrêmement positif. Hein, le grand message après l'élection de Trump, c'est qu'est-ce qu'on a fait? On a tout foiré, on n'a que développé les deux côtes et tout le reste du pays. C'était les laissés pour compte de la mondialisation, etc. Donc ça corrige un petit peu le tir, on veut être optimiste. Alors maintenant, on va voir l'Everest du marketing. Donc vous tapez Everest Marketing, vous tombez sur notre ami Carlos Diaz. Et est-ce que c'est toujours le cas? Et là, il se passe quelque chose. C'est la première fois que j'ai ressenti ça. Bon, vous avez suivi Cambridge Analytica, les rings de M. Zuckerberg. Et les autres du GAFA, ils disent oui, mais c'est lui, c'est pas moi. On se distance. Donc, quand on va chez Google, on dit non, ça c'est Facebook. Moi, je suis beaucoup plus sérieux. Pas moi, pas moi. D'ailleurs, s'il y a eu des mémos qui ont sorti en disant que j'étais une boîte misogyne, c'est pas vrai, regardez mes stats. Et on a eu à chaque fois du discours politiquement correct, mais affolant. Je n'avais jamais vu ça en 10 ans de Silicon Valley. Politiquement correct, politiquement correct, politiquement correct. Donc la question, est-ce que ça se marie très bien? Le politiquement correct et le weirdo. Hein, le mec, voilà. Et donc c'est la fin, pour moi c'est un peu la fin d'une époque. Et donc la question que je me pose c'est, est-ce que la Silicon Valley devient le Wall Street de la côte ouest? Hein, vous savez comme moi, le Dow Jones, ce qui fait bouger le Dow Jones, c'est les GAFA, ces mecs-là ils ont des centaines de milliards. Donc les Golden Boys de la côte est, ils sont arrivés sur la côte ouest. Et vous avez ces gros acquéreurs de talent qui font leur shopping. Et donc, Go West, my son, ben voilà, vous avez compris, le marketing of the world, c'est plutôt la Chine. Hein, on vous l'a expliqué à maintes reprises. La dimension fondamentale, pourquoi ça se passe en Chine? Parce que c'est en Chine que les jeunes ont l'argent, les 30-35 ans qui ont l'argent en Chine. Et deuxièmement, aujourd'hui, il y a moins de différence entre un Chinois de 30-35 ans et un Français de 30-35 ans qu'entre ce même Chinois et ses parents, ou ce même Français et ses parents. Donc les marques, que ce soit BMW, Louis Vuitton, etc., commencent à comprendre ça, et elles vont en Chine pour comprendre les tendances marketing. Donc voilà, je crois qu'on assiste à un sacré virage. Bon, alors en même temps, il faut rester là, hein. Mais ça va être une autre sorte de jeu. Et d'ailleurs, maintenant, on voit la plupart des boîtes qui sont successful dans la Silicon Valley, et qui ne sont pas encore des unicornes, eh bien, elles gardent leurs chercheurs en France, ou en Roumanie, ou en Estonie, pour pas qu'ils soient piqués par la concurrence à coût de centaines de milliers de dollars. Emmanuel.